Good everyone, bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à BIAD des Dodgers du Canada 2021 en Sicile. La nuit du 9 juillet 1943, les Canadiens sont quelques kilomètres à la côte de la Sicile et sont prêts à embarquer dans les LCI et les LCT qui vont les amener à la plage. Ils ont été intégrés à la 8e armée britannique et font partie de la plus grande opération combinée que le monde ait jamais connue jusqu'à maintenant. Il y aura plus de 3000 navires, 4000 avions, 150 000 soldats alliés qui vont débarquer en Sicile. 26 000 Canadiens s'apprêtent à débarquer sur une plage à l'ouest de Pachino qui porte le nom de Bark West. La plage a été divisée en deux zones. La zone de gauche s'appelle Sugar Beach, où débarquera la 2e brigade, et la zone de droite, Roger Beach, où débarquera la 1re brigade. Allons ensemble revivre cette partie extraordinaire de notre histoire. À cause de la mer qui est très agitée et les bruits d'explosions tout partout, un nombre de LCI se sont égarés en mer et ne sont pas approchés à la bonne place. C'est ce qui est arrivé au peloton 7 du Hastings and Prince Edward Regiment qui était conduit par le lieutenant Farley Mowat. Lorsque son LCI s'est arrêté et que la rampe a descendu, le lieutenant Mowat s'est retourné vers son peloton en leur signalant de le suivre. Mais là, Farley Mowat s'apprête à recevoir une grande surprise. À la grande surprise du lieutenant Mowat, quand il est débarqué de la péniche, il y avait de l'eau par-dessus la tête. Mais au lieu de paniquer, il a continué à marcher dans le fond de l'eau jusqu'à temps que sa tête sorte de l'eau. Son adjoint de peloton, qui était comme suspendu au bout de la rampe pour voir qu'est-ce qui s'est passé, où il avait disparu, aussitôt qu'il a vu son lieutenant de peloton sortir de l'eau, il a fait sûr que tout le monde le suive, tout le monde s'en va vers la plage. Pendant ce temps-là, il y avait des bursts de mitrailleuses qui leur passaient par-dessus la tête, qui venaient d'une maison qui était environ 400 mètres plus loin, sur une hauteur, avec un bon point de visée sur la plage. Le peloton 7 s'est regroupé sur la beach, et puis avec d'autres éléments de la compagnie A qui étaient avec eux autres, puis ils sont organisés pour faire un assaut sur ce point de mitrailleuse-là. Quand ils sont décollés, ils se sont rendus compte qu'il manquait CSM Nodley. Tout le monde sont virés de bord, puis on a trouvé CSM Nodley sur la plage. Il avait reçu une balle dans le cou, et puis malheureusement, il est devenu le premier mort du Hastings and Prince Edward Regiment durant l'opération Husky. La chose qui est triste à propos de ça, c'est que CSM Nodley était un vétéran de 20 ans de service. Il n'avait pas besoin d'être sur la plage, mais il avait voulu accompagner ces hommes dans leur première expérience de combat. Et malheureusement, il fut leur premier mort. Quand le peloton 7 s'est finalement réorganisé avec le reste de la compagnie A qui était avec eux autres, il fallait aller faire une attaque sur le poste de mitrailleuse qui était sous l'élévation. Alors ils se sont déplacés vers là, qui est à peu près 400 mètres d'ici. Et puis quand Farley Mowat a préparé son peloton, fixe baïonnette pour aller faire son assaut sur le poste de mitrailleuse, ils sont arrivés à l'intérieur et puis il n'y avait plus rien qui se passait. Parce que pendant leur avance, il y a des commandos britanniques qui sont arrivés par en arrière et qui ont neutralisé le poste de mitrailleuse. Heureusement, parce que si ça n'avait pas été le cas, il y avait 4 postes de mitrailleuses à l'intérieur, italiens,
Et puis, il y a des grosses chances que le peloton de M. Howard aurait été complètement décimé si les commandos n'avaient pas déjà été là pour les neutraliser. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas à la bonne place. En fait, ce que je veux revenir là-dessus, c'est qu'en plus de 3 mitrailleuses, il y a eu 20 soldats italiens qui ont été capturés. Et puis là, les Hasty Peaks se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dans leur bon secteur. Et puis ils se sont déplacés plus loin vers l'est, où ils étaient supposés d'atterrir à Roger Beach, qui est à peu près 3-4 km à l'est de ce qu'on sait en ce moment, et pour aller rejoindre le reste de leur régiment. Les compagnies d'assaut qui se dirigeaient vers Sugar Beach, qui faisaient partie de la 2e brigade et qui incluait le Seafort Highlander avec ses 2 compagnies de la première vague, sont arrivés sur la plage pratiquement sans opposition et ont été en mesure de déclarer la plage sécuritaire par 0400 heures le matin. C'était pas la même situation qui est arrivée du côté de Roger Beach, où les éléments de la première brigade allaient atterrir. Ça incluait 2 compagnies d'assaut du Royal Canadian Regiment et du Hastings and Prince Edward Regiment, à part celle qui s'est perdue, là. Un rapport de renseignement qui fut donné très tard, je pense le 8 ou le 9 juillet, a fait changer les plans de débarquement. On s'est rendu compte qu'il y avait des bancs de sable qui allaient empêcher les péniches de débarquement de s'approcher de la plage. Alors, il fallait avoir un plan pour finalement pour que les soldats puissent sortir des péniches de débarquement et embarquer dans des véhicules qu'on appelait les Doc W pour faire le restant du chemin. Ça l'a retardé les timings considérablement, ce qui a fait que les unités de la première brigade ont débarqué sur la plage à 05h46, le soleil était déjà levé. On était sur les lueurs du matin. Alors, ça n'a pas été long, par exemple, pour la compagnie A du Royal Canadian Regiment et la compagnie B de s'organiser et de commencer leur approche vers leurs objectifs. Alors, aussitôt que les compagnies d'assaut du Royal Canadian Regiment ont consolidé sur la plage, ils étaient prêts à poursuivre leur avance à l'intérieur des terres. La compagnie A, qui était dirigée par le capitaine Little, avait comme pour objectif d'aller capturer le village ou saisir le village de Mosini. Et la compagnie B, qui était dirigée par le capitaine Strom Galloway, avait pour objectif une petite garde côtière d'artillerie qu'il fallait être neutralisée. Alors, ce qui est arrivé, c'est que pendant l'avance de la compagnie B vers leur objectif d'artillerie côtière, un vaisseau naval, HMCS Roberts, a commencé à bombarder cette position d'artillerie italienne. Et a forcé l'arrêt de l'avance de la compagnie B parce que ça mettait leurs membres en danger. Aussitôt que les bombes ont cessé de tomber, le sergent Bougard et sa section sont allés pour investiguer les résultats du bombardement et ont trouvé à l'intérieur d'un bunker souterrain 23 soldats italiens qui s'étaient réfugiés et, bien entendu, ont été capturés comme prisonniers de guerre. Du coup, que les 2 positions, que les 2 objectifs de compagnie ont été saisis, le Royal Canadian Regiment a finalement poursuivi son avance à l'intérieur des terres pour aller saisir leur objectif principal de la journée, qui était l'aéroport de Pachino. The war loads of over 2,000 ships are put safely ashore within a few miles of the enemy's airfields. The liberation of Europe has begun. Le mur que vous voyez derrière moi, il m'a été rapporté par les gens ici à Pachino, que c'est tout ce qui reste de la vieille aéroport qui a été saisi le 10 juillet 1943 par le Royal Canadian Regiment. OK, on va aller voir maintenant qu'est-ce que cet aéroport a l'air aujourd'hui. On va s'assurer. C'est sûr que les choses ont changé depuis 1943.
Le champ d'agriculteurs que vous voyez derrière moi était l'objectif que le Royal Canadian Regiment recherchait en 1943. C'était justement la piste d'atterrissage. Pendant l'avance jusqu'ici à Paquino, c'était la compagnie C qui lidait l'avance. Un coup qu'ils sont arrivés à proximité de l'aéroport, ils sont pris une position ferme et la compagnie A a passé à travers. Et c'est eux qui ont fait la recherche pour les fortifications, trouver les fortifications et aussi la position d'artillerie qui devait être neutralisée. Pendant que la compagnie A faisait son avance, ils ont commencé à expérimenter des tirs ennemis. Le mortier, il y a des bombes de mortier qui sont tombées, puis plus qu'ils s'approchaient justement des fortifications, le tir s'est intensifié. Les mitrailleuses ont commencé à tirer. Alors la compagnie A s'est fait donner l'ordre d'établir une position ferme et d'attendre. Pendant ce temps, pendant leur avance, la compagnie D du Hastings and Prestwich Regiment, eux, ont fait une liaison avec la compagnie C du Royal Canadian Regiment. Quand la compagnie A a établi sa position ferme, la compagnie C a reçu l'ordre de faire l'assaut ou probablement un flanking sur la position italienne. Puis, à mesure qu'ils s'approchaient, le combat est devenu très féroce. Les mitrailleuses, le mortier, les Italiens ont mis tout ce qu'ils avaient pour défendre leur position. Ils ont mis vraiment un combat féroce. Au point où, à un moment donné, ça a été grâce à l'initiative de 5 soldats pour gagner ce combat. Ils ont coupé les fils barbelés, ont crawlé en dessous des fils barbelés. Et puis c'était avec la mitrailleuse Thompson, à coup de mitrailleuse Thompson et à lancement de grenades qu'ils ont réussi à capturer ou à neutraliser toutes les 3 positions de mitrailleuses qui les engageaient. À ce moment-là, les forces italiennes, ça les a assez découragés pour qu'ils abandonnent le combat. Mais durant l'assaut de ces vaillants et courageux soldats, le soldat Hefford de Saint Thomas, Ontario, a été le premier à être mortellement blessé et était le premier mort du Royal Canadian Regiment durant l'opération Husky. Le soldat Grigas a reçu la DSM et le soldat Gardner a reçu la M&M, la Military Medal. OK, ici nous sommes avec le propriétaire de cette ferme, M. Paolo Campisi. Et derrière nous, il y a une autre partie de ce mur que plusieurs pensaient n'existait plus. Et il tient dans ses mains une balle qu'il a trouvée dans ses champs. Cela pourrait être le type de munition utilisé par les avions italiens. Paolo, quand est-ce que ce mur d'aéroport fut construit? Questo muro è stato costruito negli anni 20 e qua esisteva un aeroporto militare in cui il governo di allora costruì questo muro che oggi ancora viene chiamato il muro Parascheggi. Cool. Alors merci de nous avoir reçus et d'avoir fait découvrir ce vestige important de votre histoire. Et le fait qu'en 1943, il y a eu des Canadiens qui ont débarqué ici avec l'objectif d'améliorer les choses pour tout le monde. Grazie. Grazie a te. À part l'infanterie et les blindés, il y avait aussi d'autres éléments des Forces armées canadiennes qui ont participé à l'opération Husky. Mais malheureusement, ils étaient attachés soit avec les Britanniques ou avec l'aviation. Il y a eu 400 marins de la Marine royale canadienne qui ont débarqué les forces britanniques à l'est de Paquino. La 55e et 68e flotte de LCA et la 80e et 81e flotte de LCM ont débarqué les Britanniques à l'est de Paquino. Il y a aussi l'escadron 417 de Spitfire canadien qui était basé à Malta, qui ont été occupés à bombarder et à mitrailler les côtes de la Sicile des semaines avant le débarquement et qui ont accompagné les flottilles de LCM et LCI le jour du débarquement. Alors, c'est important de mentionner la contribution de tous les Canadiens à Opération Husky. The advance was pushed. 3 days of dust, 8 hours of sleep.
On est tard le soir du 10 juillet 1943. Les Seaford Highlanders, qui font partie de la 2e brigade d'infanterie, ont continué leur avance à l'intérieur des terres de la Sicile, plus que 10 km d'avance en une journée. En plus d'avoir fait le débarquement, ils ont avancé dans des trails, dans des sentiers qui étaient dans température torride, la poussière, un terrain inconnu où on ne sait pas à quoi s'attendre de l'ennemi. Ils n'ont pas eu aucun de ravitaillement d'eau parce que le ravitaillement n'a pas été capable de suivre. Fait qu'ils n'ont plus d'eau. Et maintenant, ils vont avoir la chance de creuser leur tranchée pour la nuit et pouvoir ouvrir leur ration et manger quelque chose. Mais le repos ne sera pas trop long parce qu'aussitôt que le soleil se lève, l'avance va continuer vers la ville de Ispica. Okay, so right now we just find a good place where we have a good view of the town of Ispica, and we're gonna go find a spot with John where we can set up and record the story of the Battle of Ispica. So, vous voyez derrière moi, c'est la ville d'Ispica. La ville d'Ispica surplombe la vallée ici et au sommet d'un sommet rocailleux d'au moins 150 pieds, qui est aussi formé de terrasses de différentes hauteurs. Le commandant de la division, général Simmons, s'attendait à ce que Ispica soit un objectif difficile à atteindre. Alors on a demandé le matin du 11 juillet à ce que les canons navals engagent cet objectif. Vu que c'était l'axe d'avance de la 2e brigade, le Loyal Edmonton Regiment a été choisi pour faire l'assaut sur la ville. Le commandant Jefferson, commandant du bataillon, étant pas sûr que le village a été assez, on pourrait dire, pacifié par les bombes navales, a demandé une 2e salve de bombes navales avant d'engager ses hommes pour essayer d'éviter le plus possible de pertes de son régiment. C'est ce qui est arrivé. Et puis par le temps où les hommes du Loyal Edmonton Regiment sont entrés dans la ville d'Ispica, l'objectif, il n'y a pas eu de combat sévère, il y a eu des échanges de tirs minimes, et la ville a été, l'objectif a été capturé sans effusion de sang inutile. Alright, bonjour tout le monde. Là, en ce moment, on est entre Modica, en fait, on est parti d'Ispica, on est en route vers Modica, on a arrêté à peu près 4 km. Là, le soir du 11 juillet, les Canadiens ont arrêté environ à 4 km de Modica, ont arrêté leur avance. Et puis j'aimerais juste trouver une petite anecdote sur le capitaine George Duff Mitchell, qui était le Forward Observation Officer pour le Princess Patricia Canadian Light Infantry. Il était un membre aussi du One Field Regiment, Royal Canadian Horse Artillery. Alors, anyway, M. Mitchell, capitaine Mitchell, est arrivé devant un roadblock qui était couvert par un canon anti-char et puis qui était mané par à peu près une vingtaine de soldats italiens. Alors, calmement, ils ont arrêté leur Bren Carrier. Il est descendu de son Bren Carrier et puis est allé parler aux soldats italiens et les a convaincus que c'était mieux de ne pas combattre. Parce que notre Forward Observation Officer, derrière lui, il y a un gros régiment d'infanterie qui suit derrière. Fait que je pense que les Italiens ont compris et puis ils ont cédé sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Pour cette action courageuse, le capitaine Mitchell a reçu la première croix militaire de la campagne d'Italie. Ok, j'aimerais porter votre attention aux petits murs de pierre qu'on voit ici. Les murs de pierre qui sont érigés par les cultivateurs, les agriculteurs dans la région. On en voit partout le long des collines et des vallées entre Ispica et Modica. Imaginez-vous, vous êtes à une section d'infanterie, vous êtes sur l'axe d'avance, vous faites engager par l'ennemi. Ça peut servir à deux choses, ces murs-là. Ça peut servir de couvert contre le tir ennemi, mais aussi
en désavantage. Ils savent que l'infanterie va probablement essayer de trouver une ouverture dans le mur pour pouvoir traverser. Puis c'est certain que ces ouvertures-là vont être couvertes par une mitrailleuse. Alors maintenant, on est le matin, très tôt, le matin du 12 juillet. Et puis, il fait encore noir. Et puis, le Royal Canadian Regiment a commencé son avance, se sont levés très tôt. Et puis, ont commencé à poursuivre leur avance vers Modica et plus loin. Dans leur départ hâtif, il y a une section qui n'a pas été réveillée. Et puis, c'est la section du lieutenant Atkinson. Et puis quand eux se réveillent le matin, leur régiment est parti. Ils n'ont aucune idée quelle route ils ont pris puis où aller. Fait que là, ils partent, eux, à la recherche de leur régiment. Ils sont finalement AWOL, puis ils veulent retrouver leur unité. En chemin, ils arrivent à une jonction de route où ils trouvent un canon anti-char italien. Et puis, ils sont engagés par le canon anti-char. Alors, les soldats sautent sur le bord du fossé, le bord du chemin. Et puis pendant qu'ils essayent de s'organiser, il y a une moto qui s'en vient vers eux. Puis sur la moto, ils se rendent compte que c'est le passager de la moto, c'est le brigadier Vaux, qui est commandant de la première brigade, qui est à recherche, lui, qui s'est perdu, qui est à recherche de son quartier général. Alors, il l'avise d'arrêter. Le général Vaux saute de son bicycle à gaz, tombe dans le fossé avec les autres, le temps qu'une ronde d'antichar le manque de justesse. Alors, la section s'organise, ils vont faire une attaque, un flanc pour flanquer la position anti-char. Ils réussissent à le neutraliser. Et puis, pendant qu'ils sont en train de se consolider, ils voient un homme qui s'approche, en montant une côte, qui s'arrête tout habillé en blanc, avec des médailles, un beau sache rouge. Il s'approche vers eux autres, puis ils pensent que ça doit être une personne très importante. Alors, et puis, ça donne que c'est le maire de la ville de Modica. Et le maire de la ville veut faire un transfert de garde de sa ville aux forces alliées avant que sa ville soit bombardée. Et puis, bien, ce qui se passe par la suite, c'est que le lieutenant Atkinson et le lance-caporal Mitchell montent à bord de la moto et se dirigent vers la ville de Modica avec le maire qui court à côté ou qui jogue à côté de la moto pour aller faire officiellement le transfert de pouvoir de la ville. Alors, le lieutenant Atkinson et le lance-caporal Mitchell sont sur leur chemin vers Modica avec le maire, accompagné par le maire, qui veut faire le transfert de la garde de son village pour éviter qu'il y ait des destructions inutiles. Mais, écoute, ils sont sur le point de recevoir une grande surprise quand ils vont arriver dans la place de la ville de Modica. Restez avec moi, vous allez être surpris vous aussi. Imaginez, vous êtes le lieutenant Atkinson et le lance-caporal Mitchell qui vient d'arriver dans le village de Modica, accompagné du maire. Puis quand il arrive dans la place centrale de la ville, il trouve une garnison complète de soldats italiens, environ 500 hommes, avec le carabinieri. Le commandant de la garnison de Modica était le général David. Et son intention était de transférer la garde de la garnison de Modica seulement à un officier de rang égal. Alors pour cette raison, le lieutenant Atkinson laissa le très nerveux lance-caporal Mitchell en compagnie de la garnison de Modica pour aller en informer le général Simmons. He quickly surrendered. Italians and Sicilians manned the coast, but all they wanted to do was go home. After only 2 days, the coastal defenders surrendered to the Canadian commander, General Guy Simmons. Le 13 juillet, le général Montgomery a commandé les Canadiens d'arrêter leur avance pour donner une chance à la chaîne de ravitaillement de pouvoir les rattraper. En 36 heures, les Canadiens ont avancé 80 km à l'intérieur des terres de la Sicile. Et tout ça malgré la chaleur intense. Alors, c'était un repos très bien mérité. Ross Munro, un journaliste canadien, fut le premier journaliste allié
a rapporté l'invasion de la Sicile, Opération Husky. Mais non seulement il fut le premier journaliste à communiquer l'invasion, mais en plus, dans son communiqué, il oublia de mentionner nos alliés britanniques et américains. Ce qui a donné l'impression aux lecteurs canadiens que nos soldats étaient les seuls à envahir l'Italie. Cela n'a pas plu beaucoup au général Eisenhower. The storm that might have stopped them had reassured the enemy. Relaxing, he was caught off guard. The 1st Division walked into Europe. At home, the ones who knew waited anxiously for the news. The Prime Minister, the Right Honourable W.L. Mackenzie King, has an important message for the people of Canada. Early on this morning of July the 10th, Allied forces, under the command of General Eisenhower, began landing operations in Sicily. All Canada will be justifiably proud to know that units of the Canadian Army are a part of the Allied force engaged in this attack. Maintenant, est-ce que la chance des Canadiens va persister? Est-ce que leur avance va continuer à aller aussi vite? C'est ce que nous allons découvrir dans nos prochains épisodes. Alors je vous invite vraiment à rester avec nous. Est-ce que nous allons continuer de découvrir les merveilleux faits d'armes de la 1re division d'infanterie canadienne alors qu'ils avancent en territoire ennemi. Restez des nôtres si vous ne voulez pas manquer l'action pour les Dodgers du Canada. Ici Roger. Jusqu'à ce qu'on se revoie à la prochaine émission. Custos Memoria.